Je voulais faire un film sur Madagascar. Ce devait être un documentaire, mais un documentaire différent de ce que l'on voit le plus souvent. Je voulais faire un film raconté de notre point de vue à nous, les Malgaches. Je voulais présenter mon pays vu de l'intérieur. Parce qu'en fait, presque tous les documentaires et presque tous les livres consacrés à mon pays racontent toujours la même chose. C'est normal, la plupart des gens qui parlent de notre île continent ne la connaissent pas réellement. Et puis, ils ne nous comprennent pas du tout, nous, les habitants de cette grande terre afro-asiatique. Ils arrivent avec des idées toutes faites et ils rentrent ensuite chez eux sans avoir rien compris. Je dis bien presque tous, parce qu'il y a aussi des exceptions. Il y a les Vasas qui partent sur les pistes et dans les villages pour chercher à comprendre. C'est ce qu'ont fait les écrivains Jean Paulhan et Robert Mallet. Et puis il y a des gens qui ne partent jamais. On peut se perdre soi-même à Madagascar comme en Inde. On peut aussi se trouver soi-même. Et c'est là que le voyage devient réellement intéressant. Il y avait juste un problème. Le cinéaste avec qui je devais faire le film avait disparu. Il s'appelle Milan. Quand il est à Madagascar, c'est très difficile de le retrouver. On ne le voit jamais en ville. Il part on ne sait où avec des astrologues, avec des paysans, avec des possédés ou bien avec des troupes d'artistes. Il suit une idée fixe. Pour comprendre un pays, il faut rencontrer sa majorité sociologique. Et comme plus de 75% des Malgaches vivent à la campagne, Milan part sur les longues pistes de latérite de notre grande île. J'avais un début de piste. La dernière personne à l'avoir vu en France était notre ami Mami Götz. C'est un chanteur originaire du Sud-Ouest. Milan l'avait rencontré à la fête de la musique à Paris le 21 juin. Selon notre ami chanteur, Milan avait pris l'avion. J'ai fait comme lui. J'ai embarqué à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, destination Madagascar. 3867 à destination de Antananarivo. Nous aurons un petit retard effectif d'environ une vingtaine de minutes. Mais à l'arrivée, la mort était au rendez-vous. Une très mauvaise nouvelle m'attendait. La nuit même où j'étais dans l'avion, ma mère était décédée. Ma mère s'appelait Edwige Ramanambelou. Elle était très belle et très célèbre. Il y avait un monde fou à la maison. Les gens venaient lui rendre hommage. Moi, j'étais complètement perdue. Ma mère était une grande artiste de notre opéra Iragash. C'est elle qui m'avait appris mon métier. Maintenant, elle est devenue ancêtre. Pour nous, les Malgaches, les morts ne sont pas vraiment morts.
Je suis revenue dans mon village natal. Il s'appelle Manjussu, ce qui signifie « entrée ». C'est là qu'est née ma mère. Normalement, je devais retrouver Milan au village. Il avait dit à ma sœur Perline qu'il viendrait à notre répétition. Mon père s'est établi ici depuis sa rencontre avec ma mère, il y a une 40aine d'années. Il a même construit un tombeau, et quand il mourra, il restera pour toujours dans le même linceul que ma mère. Nous sommes des paysans, nous cultivons le manioc, le maïs, les légumes et surtout le riz. Mais nous ne sommes pas que des paysans, nous sommes aussi des artistes. L'art Iragash est un opéra classique dont l'origine remonte au XVe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, le roi Andrian Puigdemern a élevé nos ancêtres au rang de chanteurs royaux. Aujourd'hui, il y a plus de 110 troupes d'artistes paysans qui jouent devant des centaines de milliers de personnes. J'ai commencé à entrer sur scène en 1988, pendant les vacances scolaires, car les enfants des artistes passent leurs congés en suivant partout dans l'île la troupe où jouent leurs parents. Pendant une tournée, il manquait des filles car elles étaient presque toutes malades de la malaria. Il n'y avait plus que ma grande sœur Perline et une autre camarade. Alors comme je savais déjà toutes les chansons et les danses, cela ne m'a pas été difficile d'intégrer la troupe. Tout s'est bien passé, sauf que la robe n'était pas du tout à ma taille. Elle était beaucoup trop large et beaucoup trop longue pour moi. J'avais l'impression de rentrer dans un gros sac de riz. Les tournées commencent en avril et durent jusqu'en octobre. Les autres mois, nous travaillons la terre et nous faisons de l'élevage de zébus et de poules. Chaque année, les troupes confectionnent de nouveaux costumes pour les filles. Ces robes sont inspirées de celles des reines malgaches du XIXe siècle. Les tenues des hommes copient les uniformes britanniques des officiers de l'armée du roi Radam Ier. Les tambours, les violons et les trompettes sont arrivés à la même époque. Mais si les costumes et les instruments sont d'influence britannique, les textes des chansons et les chorégraphies sont profondément malgaches. De plus, c'est un art sacré. La répétition a duré toute l'après-midi et Milan n'est pas venu. Étrange. Ma nièce Sarouille s'amuse avec un violon. À son âge, je faisais comme elle, mais avec les tambours. L'opéra Iragash, c'est ma vie. J'ai commencé quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Elle a chanté et dansé jusqu'à la dernière semaine de sa grossesse. Et puis elle est repartie avec sa troupe 10 jours après m'avoir mise au monde. Ensuite, elle m'emmenait partout en tournée. C'est comme cela que j'ai appris mon métier. Notre compagnie est venue présenter un spectacle sur le marché d'un gros village. Milan avait dit à ma sœur Perline qu'il viendrait y assister. Perline m'a dit qu'il est comme ça, Milan. Il aime les spectacles, la foule et la danse. Notre chef, M. Ramilisson, n'est pas là aujourd'hui. Mais ne pensez pas pour autant que notre art sera moins beau. Non. Nous allons jouer comme si nous devions retenir de la viande sous la pluie.
Le spectacle est fini et je n'ai pas vu Milan. Notre doyen m'a dit qu'il l'avait vu parmi les spectateurs pendant que nous étions sur scène. Et puis Milan était reparti. Pour faire le film, il fallait donc que je retrouve le cinéaste. Mais comment faire pour localiser Milan? Madagascar est vaste comme la France, plus le Benelux. C'est une île-continent. Je suis allée voir Mamie Götz dans le quartier populaire appelé 67 hectares. Mamie était la dernière personne à avoir vu Milan. Bonjour, Mamie. Bonjour, quoi de neuf? Rien de spécial. Tu répètes? Oh, j'écris une chanson pour ma copine. Il y a eu un petit problème entre nous, donc je compose une chanson pour elle. Comment est-il? Milan, il est spécial. Un peu étrange. Il aime la fête. Ces temps-ci, il se posait trop de questions. Mais c'est quelqu'un de bien. Il est aussi très gauchiste. Mais c'est un type très spécial. Étrange, quoi. Ça sera pas un jeu de retrouver ce type-là. Ah, ce sera pas un jeu pour la fille de retrouver ce type-là. Mamie m'avait aussi dit que Milan fuyait les sociétés dites développées, fondées sur l'avoir et le consumérisme. Lui, il voulait simplement être. Et précisément avec les villageois de Madagascar, pour qui l'être est plus important que l'avoir. Il pouvait rencontrer l'humain. J'en savais donc un peu plus sur l'état d'esprit de Milan. Mais comment comprendre ces brusques départs? Milan avait dit à Mamie qu'il pouvait disparaître pour réapparaître. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'une formule littéraire, du style de celle qu'il inventait régulièrement, ou bien d'une idée en relation avec la pensée malgache. Mon amie Nivou, la coiffeuse, avait vu Milan elle aussi. Et quand elle lui avait demandé où l'on pourrait le joindre, il avait répondu « au village de peut-être ». Je connais cette phrase, c'est une citation d'un poème célèbre, traduit par Jean Poulian au début du XXe siècle. Mais Nivou savait aussi autre chose de bien plus intéressant. L'un de mes oncles par alliance, Sami, avait invité Milan pour une cérémonie de nouvelles funérailles famadines. Là, je tenais un début de piste sérieuse. Sami est trompettiste dans notre troupe. Il chante aussi. Je suis venue aux nouvelles funérailles dans l'espoir d'y retrouver Milan. Et là, Sami m'a appris que Milan avait demandé qu'une fois mort, son corps soit rapatrié à Madagascar dans un village d'Imerne et que l'on organise régulièrement pour lui le culte de nouvelles funérailles. Il voulait que ses descendants fassent danser son corps. Nous sommes partis de la banlieue d'Antananarive. L'astrologue guidait notre joyeuse procession qui dansait au son d'une fanfare en portant des cercueils vides, des nattes et des bêches. Nous avions déjà parcouru 5 kilomètres en dansant et je n'avais toujours pas vu Milan. Les famadines, ce sont les nouvelles funérailles qui ont lieu indéfiniment. Il faut le faire régulièrement tous les 3 ou 5 ans. Le jour déterminé par les astrologues, la famille et les voisins se rassemblent. Et tout le monde danse jusqu'au tombeau avec des nattes pour transporter les corps. Puis le tombeau est ouvert et les vivants font danser les morts avant de leur offrir un nouveau linceul et des petits cadeaux. Ensuite, les ancêtres sont réinstallés dans les tombeaux jusqu'à la prochaine fois. Avant de refermer le tombeau, il y a toujours un homme qui appelle devant la porte. « Attention, on va refermer le tombeau. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-dedans ?» Un jour, j'ai demandé pourquoi ils font cela. Et l'un de mes oncles m'a raconté qu'un homme était très triste au moment de dire au revoir à ses ancêtres qui retournaient dans le tombeau. Et en plus, cet homme était extrêmement ivre. Il s'est donc installé dans le tombeau, tout près des corps de ses ancêtres.
Il s'y est tendu bien au frais et il s'y est endormi pour cuver son vin. Et comme personne ne savait qu'il restait quelqu'un dans le tombeau, il a été emmuré vivant. On l'a cherché partout pendant des années. Et puis on a retrouvé son corps 5 ans plus tard, quand le tombeau a été ouvert pour un nouveau Famadine. Il était assis à l'intérieur, tout près de l'entrée. La foule grossissait au fil du parcours. Elle provoquait des embouteillages. Les automobilistes applaudissaient et saluaient les enfants des ancêtres. Qui sont ces ancêtres? Pourquoi les sortir du tombeau? Et où va-t-on les emmener? C'est un tombeau où il y a mes beaux-parents. Il y a la sœur de ma femme, ses enfants et puis sa tante maternelle. On les sort pour les emmener à Ambatoulamp, parce que le mari de sa tante vient de là-bas. Et puis il s'est mis à pleuvoir. C'était anormal en pleine saison sèche. Mais c'était bon signe. Les astrologues disent que s'il pleut un jour de Famadine, la pluie n'est pas une pluie ordinaire, mais un signe des ancêtres. Soit c'est une pluie de bénédiction, soit les ancêtres sont tristes. Cette fois, c'était les deux à la fois. Les ancêtres bénissaient leurs descendants et les remerciaient pour cette belle fête, et ils étaient tristes de quitter cette région où ils avaient vécu pendant toute leur vie. La fête était finie et Milan n'était pas venu. Samy, le trompettiste, ne comprenait vraiment pas. Normalement, Milan ne manque jamais une cérémonie lorsqu'il y est invité. Samy n'avait qu'une explication. Milan devait être malade, immobilisé par la malaria. Je ne savais plus que faire. J'ai alors décidé de rencontrer tous ceux qui avaient rencontré Milan récemment. Et voilà ce qu'ils m'ont raconté. La dernière fois que je l'ai vu, il était au Marouvoy. Il est parti en pirogue, au sud-ouest. Il s'est battu contre la mafia des trafiquants de pierres précieuses. Je faisais cuire les patates et il m'a dit qu'il cherchait les faiseurs de foudre. Il est parti s'enivrer avec les 2 trompettistes ivrognes. Il est parti chercher les faiseurs de filtres d'amour. Celui qui ose mourir s'enveloppe d'un linceul. Celui qui cherche trouve. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Marouvoy avec les possédés. Il fuyait les Européens comme le choléra. Il était toujours avec les Malgaches. Je l'ai vu au sud, à Beraket. Tout cela était vraiment très confus. En même temps, je voyais une certaine logique entre ces fragments de récits. Je me demandais s'il fallait continuer à chercher Milan, dans la grande nuit malgache. Il faisait froid à 1200 mètres d'altitude, dans ce vieux taxi sans chauffage. L'hiver austral était bien là. Cela se voyait aux rues désertes dès 19h. Les gens s'enfermaient pour se réchauffer chez eux. J'ai décidé de reporter cela au lendemain. Je suis rentrée retrouver papa.
Où pouvait bien être Milan? Une chose semblait certaine. Il était parti sur les pistes des villages. Mais pourquoi faire? Nul ne le savait vraiment. Ce qui était clair, par contre, c'est qu'il voulait rencontrer des faiseurs de foudre, des sorcières et des spécialistes des filtres d'amour. Mais dans quel but? Le mystère était total. Tout ce qu'on m'avait raconté était contradictoire, mais en même temps cohérent. Donc il n'y avait pas autre chose à faire pour le retrouver que d'effectuer un parcours dans la pensée malgache. Mais les gens ne me donnaient pas des pistes fiables. Alors pour essayer de comprendre ce que Milan était allé faire avec les faiseurs de foudre, les sorcières et les spécialistes des filtres d'amour, je suis retournée dans mon village natal, à Mandrossou, pour interroger ceux qui avaient parlé avec lui. D'abord, j'ai vu ma cousine Farakel, qui est artiste comme moi. As-tu déjà vu un faiseur de foudre? Non, jamais. Comment font-ils? Aucune idée. Et un faiseur de filtre d'amour? Je n'en ai jamais vu. En as-tu été victime? Sûrement pas. Sûrement pas. Non. Ton chéri, ton Julien, tu es sûr qu'il ne t'a pas fait un filtre d'amour? Non, jamais. Je ne le souhaite pas. As-tu vu des sorcières? Non, vraiment. Tu n'en as jamais vu? Moi, je suis sûre que ton Julien t'a fait un filtre d'amour. Certainement pas. Après avoir interrogé Farakel, j'ai sollicité mes tantes maternelles, Florence et Ravao. Que font les sorcières la nuit? Elles se promènent? Elles dansent sur les tombeaux. Quoi? Elles dansent? Et elles insultent les morts. Cherchent-elles à envoûter des gens? Et elles aiment que les gens meurent. Et après, par exemple, si Ravao meurt, elles disent « Mais lève-toi donc, Ravao !» On dit qu'elles dansent nues sur les tombeaux. Oui, on dit qu'elles sont nues avec un tissu sur leur tête. Oui, on dit cela. Ensuite, j'ai vu le doyen de notre troupe pour qu'il me dise ce qu'il avait raconté à Milan. Et ça existe, les faiseurs de foudre? Et pourquoi ils font ça? Ça, c'est très dangereux, les faiseurs de foudre. Qui? Les faiseurs de foudre? Oui, les faiseurs de foudre. Par exemple, quelqu'un comme toi à la campagne. Si tu as plus de choses que les autres, il y en a qui vont chez le faiseur de foudre et de vin et ils demandent « Faites-lui ceci ». Et le faiseur de foudre dit à la foudre « Va chez lui » et cela arrive. Qui arrive? La foudre? Il commande juste à la foudre et elle tombe sur toi. Donc c'est comme les sortilèges. Est-ce qu'on l'utilise comme les sortilèges? Oui, faire tomber la foudre aussi est un sortilège. Et ça existe vraiment? Oui, ça existe. Tu connais un faiseur de foudre? Dans notre village, à Alakamis, quand j'habitais encore avec Ralevason, le frère de ma mère, celui-ci n'avait pas encore de maison. Donc on habitait en bas et lui à l'étage du dessus. Avant, toutes les charrettes de l'ouest venaient à Alakamis et elles se garaient au sud de notre maison. Une personne est venue du sud, d'Imensiatusk, jusqu'à Talat Marumena avec sa charrette. Mais quelqu'un de son village avait une rancune contre lui. Cette personne a consulté un faiseur de foudre et la foudre est tombée sur lui, juste au sud de notre maison. Et il l'a eu? Oui, il est mort avec ses ébus. Et maintenant de nos jours? Oui, il y en a encore, mais il y a les prières et donc ils se cachent. Ils ont peur de l'État ou quoi? Oui, les gens les arrêtent et leur font des procès. C'est pour ça qu'ils ne se montrent pas. Mais il y a beaucoup qui savent le faire et ils jouent avec, comme avec un coq dans la cour. J'ai enfin demandé à ma sœur aînée Jacqueline ce qu'elle savait des sorcières. Que sais-tu des sorcières? Une nuit, il pleuvait et notre famille bavardait à la maison. Quelqu'un a dit que si les sorcières se promenaient par ce temps, elles allaient être trempées. Et une voix de sorcière, dehors, a répondu qu'elles étaient bien là, mais couvertes d'imperméable.
Et puis des gens se sont fâchés à propos de chiens, en disant « Emportez ce chien, ou bien les sorcières vont manger leurs crottes ». Et les sorcières ont répondu « Mangez-les donc vous-même ». Les sorcières se promènent la nuit. Elles frappent aux portes des maisons. Un soir, nous sommes partis pour la capitale et nous avons rencontré un zébu, qui en fait était un homme, un sorcier. Après cette journée dans mon village natal, pour ce qui concernait la recherche de Milan, je n'étais pas du tout avancée. En fait, ce que Milan voulait savoir, tout ce que j'avais entendu, je le savais déjà. Depuis toute petite, je suis émergée dans cette pensée malgache au centre de laquelle trônent mes ancêtres. Cette pensée malgache est peuplée de faiseurs de foudre, de spécialistes en filtres d'amour, d'astrologues et de devins. Dada Mavo m'avait dit que Milan allait souvent chez les possédés de Chumba. J'ai donc décidé de rendre visite à maître Andrian Jakafax dans ce sanctuaire. Je le connais bien. C'est le frère du chauffeur du taxi brousse qui transporte notre troupe pendant les tournées. Maître Fax est possédé par l'esprit du roi Sakala Vandriamishar et par l'esprit du roi Andria Manuel. Il est également possédé par l'esprit d'un prêtre italien appelé Père Cédric et par l'esprit d'un mollah musulman. Donc, en tout, il est possédé par 4 esprits. Mais pendant ces cérémonies, il appelle tous les ancêtres, même notre grand roi Andrien Puynmern. Maître Fax tente d'aider les gens pour les problèmes de santé, de travail ou les conflits familiaux. Et lorsqu'il les soigne, ce sont les esprits qui sont en lui qui agissent. L'esprit qui le possède le plus souvent est celui du roi Andriamishar. Donc Milan s'intéressait au Chumba. Le Chumba est un culte pratiqué dans toutes les régions du pays. L'esprit d'un mort, souvent d'un roi d'autrefois, prend possession du corps d'un humain qui est élu, choisi par l'esprit lui-même. On appelle les esprits quand quelqu'un a un problème. Le plus souvent, c'est pour guérir les malades. Mais c'est peut-être quand on cherche l'amour ou du travail. Les anciens rois sont considérés comme sacrés dans toutes les régions du pays. Ce sont des grands ancêtres, presque des dieux. Des cultes leur sont rendus. Le sanctuaire où officie Maître Fax est dans un faubourg de la capitale. Sa maison est construite au milieu des rizières. Toutes les autres maisons du quartier sont inondées, mais jamais la sienne, car selon lui, le sanctuaire est protégé par la force des ancêtres. Je suis venue chez Maître Fax avec ma sœur aînée Perline. Les femmes de Maître Fax nous ont dit avoir vu Milan la veille, mais personne ne savait s'il reviendrait. Dans le sanctuaire, c'est un véritable panthéon de divinités. Notre roi, Andria Puynmern, côtoie le Christ, la Vierge Marie et les dieux de la Chine. La Bible est installée non loin du Coran. Ces images expriment une sagesse, une profonde tolérance. La pensée malgache est aux antipodes des dogmes et des sectarismes. Maître Fax a 2 épouses. C'est Annie qui s'occupe du sanctuaire. Elle le nettoie et met des bougies, du miel et du parfum. Tout cela a un sens. Le parfum et le miel restituent la sainteté des ancêtres pour qu'ils demeurent toujours vivants afin de bénir et d'aider les humains. Chaque matin, à l'heure convenable, Annie doit se doucher et se laver complètement avec de l'eau froide dans laquelle reposent des bijoux en argent. Et l'eau chaude est taboue, même quand il fait très froid. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si Milan est mort? Ou si on peut vous aider? Oui, c'est ça. C'est pour savoir si l'esprit du roi peut le faire revenir.
Écoutez, gente dame, la réponse est simple. Tout est possible. Je suis l'esprit. C'est clair. J'ai pris possession du corps d'un humain pour faire mon travail d'ancêtre et résoudre les problèmes des humains. C'est clair. Si les humains souffrent, je ne serai jamais tranquille. Et l'inquiétude ne me quittera pas. Tous les humains ont des problèmes. C'est simple, ce drapeau blanc et rouge sans la croix, c'est un drapeau suisse. C'est clair. Mais le drapeau suisse n'a pas cette croix. J'ai soigné des Suisses. Donc il y a une relation des ancêtres malgaches avec les Suisses à cause de la force des ancêtres malgaches qui les ont soignés. C'est clair. Et ces étrangers ont avoué que les ancêtres malgaches sont sacrés, forts et qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, on a mis une croix rouge sur le drapeau. C'est clair. L'autre drapeau, le vert avec une croix rouge, n'est pas notre drapeau à nous. Il vient des esprits des eaux. Ces esprits ont une relation avec maître Andrian Jacques Fax, car il y a un esprit des eaux qui soigne avec moi. Ainsi, avec de l'eau des sirènes, nous pouvons faire vivre de nombreux humains. Dans l'eau, ils mettent le vert en bas et le blanc en haut. C'est clair? Et puis, il y a le drapeau malgache. C'est clair. Il y a 3 symboles. Le rouge pour le Kalanour, le blanc, c'est le roi, et le vert pour les sirènes. Voilà la signification du drapeau malgache. Elle veut savoir si elle peut revenir vous voir mercredi. Est-ce possible mercredi? J'allais partir quand soudain, Annie m'a dit de regarder au fond du sanctuaire. Et là, j'ai vu Milan verser du miel en hommage à l'esprit du roi Andriamichar. Dès qu'il a terminé, j'ai voulu m'approcher pour lui parler. Mais déjà, il avait disparu dans la nuit. Je l'avais donc vu, mais il avait de nouveau disparu. Maître Fax m'avait dit que c'est comme ça. Milan arrive sans prévenir et puis il disparaît sans que l'on sache où il va. Où le chercher maintenant? J'ai repris ma route dans la fraîcheur de la nuit de l'hiver austral. Finalement, Samy m'a dit que Milan était parti pour Majinga. C'est le grand port du nord-ouest, à 11 heures de route de la capitale. Là-bas, il devait assister à la cérémonie du Grand Fitampu, l'hommage aux reliques de nos anciens rois Sakalav. Pendant le voyage, je n'oubliais pas ce que m'avait dit Mamie Gotz. Milan vivait comme si la mort était à ses trousses. Comme s'il allait mourir dans l'instant suivant, tout en ayant l'impression que ce serait et à la fois trop tôt et toujours le bon moment pour mourir. Milan était inspiré par les philosophes de la Grèce antique, et en particulier Épicure, et aussi par les religions venues de l'Inde, comme le bouddhisme. C'était un singulier mélange qui rejoignait cependant la pensée malgache. Mais comment le retrouver? Mon île est vaste comme la France plus le Benelux. En descendant depuis les hautes terres vers la côte ouest, j'avais commencé à apprécier la tiédeur du climat. J'avais déjà changé de taxi-brousse à Marouvoy, le temps d'une escale pour rendre visite à ma famille par alliance. Ils font partie d'une lignée de pêcheurs possédés Sakalav. Mais Milan ne s'était pas arrêté dans la famille de ma belle-sœur. On dit que Majinga, c'est la ville des fleurs. Je connais Majinga, c'est le 2e port du pays. C'est aussi le cœur de l'ancien royaume Sakalav de Bouina. J'y viens souvent avec ma troupe pour faire des spectacles. Nous y avons de nombreux amis et de la famille par alliance. De l'autre côté du canal du Mozambique, il y a la Grande Afrique. Peut-être Milan était-il déjà parti là-bas pour retourner voir ses amis africains.
Un chauffeur de taxi m'a dit qu'il avait déposé Milan devant cet hôtel indo-pakistanais. J'y suis donc entrée. Là, les serveurs m'ont raconté que la veille au soir, ils avaient vu Milan sur la terrasse. Ils regardaient le soleil se fondre dans le canal de Mozambique, à l'heure de la prière à la mosquée. Et ce matin, à l'aube, ils l'avaient vu quitter l'hôtel et partir à pied vers la route de la Corniche. Mon amie Léonie m'avait dit que Milan viendrait au Grand Fitampu. J'y suis donc allée moi aussi. Le Fitampu est une cérémonie organisée dans les régions sakalaves de l'ouest du pays. Le jour déterminé par les devins, des ébus sont offerts aux ancêtres aux points cardinaux sacrés d'un sanctuaire. Des possédés se rassemblent par milliers pour rendre hommage à l'esprit des rois. Je ne savais pas si Milan était ici. Par contre, Maître Fax, lui, était bien au rendez-vous. Maître, pourquoi plusieurs possédés reçoivent-ils le même ancêtre, avec le même costume et la même façon de parler? C'est ainsi. Les ancêtres malgaches sont sacrés. Toute notre île est sacrée. Les esprits des ancêtres possèdent les personnes qu'ils aiment. Donc, leur personnalité ne change pas, mais les possédés sont différents. Un même esprit peut posséder plusieurs personnes, mais les esprits, eux, ne changent jamais. Les possédés sont venus de toutes les régions du pays. C'est l'un des témoignages de l'unité nationale. La même religion ancestrale est partagée dans tout Madagascar sous des formes diverses. Pendant la grande procession, les maîtres possédés et les descendants des rois entrent dans le sanctuaire. Puis ils sortent les reliques royales pour les faire défiler parmi l'assistance en les portant vers le ciel. Milan était donc là, quelque part, parmi les milliers de possédés venus de toutes les régions du pays. Mais comment faire pour le retrouver dans cette foule ? J'avais retrouvé mon amie Léonie au Fitampu. C'est une parente de la sœur de sang de ma sœur Perline. Chaque année, Léonie vient au Fitampu. Elle connaît bien les tabous. Léonie m'avait expliqué que durant la semaine de cérémonie, chaque soir, il y a un bal. La nuit, les hommes draguent les filles et les filles draguent les garçons. Et il faut accepter, car refuser une proposition pendant le Fitampu est strictement tabou.
Alors donc ici, selon la coutume, si un garçon te veut, tu ne peux pas le refuser. Donc toi, ce soir, si on te demande, tu accepteras? Moi, non. J'emmène un ami. Mais si quelqu'un te le demande, si quelqu'un te veut, ou bien si une fille drague ton ami? Non, je viens avec un ami. Alors il n'ose pas, il ne me demande pas. Ensuite, la nuit est tombée. La fête allait succéder au rituel. J'ai pensé que si Milan était encore là-bas, il partirait probablement avec une possédée. Je n'avais pas envie de le chercher dans la nuit. Mon amie Victorine m'a dit que Jafarli l'avait vu dans le grand hôtel de la Corniche. J'y suis donc allée. Selon Victorine, le paysage lui ressemble. Il y a la mer, les cargos, le ciel et l'horizon. Je savais que s'il y a de l'eau, il nage. Et j'avais appris de lui qu'il peut partir en mer soudainement sur un cargo ou une pirogue. Il semble qu'il cherche toujours à fuir ou à trouver on ne sait quoi. Peut-être se fuit-il lui-même. Et puis ensuite, il s'arrête et peut rester inlassablement à contempler l'océan. Ici, dans cet hôtel de la Corniche, les serveurs m'ont raconté encore autre chose. L'un d'entre eux l'aurait accompagné dans la petite barque bleue pour rejoindre un boutre qui l'attendait dans la rade. Et de là, Milan serait parti pour les Comores avec une possédée. J'ai trouvé un nouvel indice. Le frère de Léonie avait vu Milan passer dans un pousse-pousse qui se dirigeait vers le vieux port. Il était allé au port, ça c'était sûr. Plusieurs personnes me l'avaient dit. Mais après, tout devenait confus. Pour certains, il avait embarqué sur un boutre. D'autres l'avaient vu sur une goélette bleue. Pour d'autres encore, il avait rejoint un cargo qui mouillait en rade. Mais pour aller où? Un docker m'a dit qu'il voulait remonter vers Antsiran, tandis qu'une vendeuse de bananes l'avait entendu parler des Comores. Tout le monde a toujours un avis sur tout. Mais je me demande ce que les gens inventent pour le plaisir de raconter et ce qu'ils savent réellement. À force de le chercher sans le trouver, il me semblait que tout devenait bizarre et que les gens faisaient des gestes auxquels je ne comprenais rien. Mais je n'ai écouté personne. Je ne suis pas partie pour les Comores. Le lendemain matin, j'ai encore entendu autre chose. Milan était toujours à Majinga. Il devait assister à une cérémonie de bénédiction, liée au culte de notre roi Sakala Andriamichar. Je suis donc venue à la plage près du sanctuaire du roi Andriamichar. Les possédés et leurs familles s'installaient, mais ce n'était pas seulement pour une journée balnéaire. Cette belle plage est un lieu de culte. Ce rocher est sacré. Ce sanctuaire douane est dédié au roi d'Adilai Andriamanju Swarivu. Ici, en ce lieu, il a fait quelque chose. Il a prié ici, a fait un rituel, puis il a planté sa canne là, dans le sol. Et cela a poussé, c'est devenu un arbre. Donc il y a un lien avec le grand Dieu créateur dans la mer, qui est l'eau sainte. C'est là que l'esprit du roi purifie les gens. On vient ici parce que tous les grands ancêtres ont laissé des endroits pour qu'on se souvienne d'eux. Ce sont des symboles. Ce sont des endroits pour appeler leurs esprits et pour les sanctifier. Puis leurs forces et leurs esprits arrivent et exaucent les prières. Donc ici, c'est un sanctuaire du roi Andriamanju Swarivu. Les maîtres possédés ont nettoyé l'enclos, où la canne du roi s'est transformée en arbre. Maître Fax participait au rituel. Pendant ce temps, près du rocher sacré, les possédés et leurs familles attendaient sur la plage la cérémonie finale du Fitampur, les bénédictions dans l'eau sainte, la mer. Lui, c'est Maître Julien. C'est un possédé très célèbre, comme mon ami Maître Fax. Il est possédé par l'esprit du roi Andriamichar. Grand-père, grand-mère, aidez-nous. Demandez au Créateur de nous rendre bons. Demandez-lui de nous rendre heureux. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Donc, priez pour nous tous, car nous venons de loin. D'Antananarive, de Tuamasin, de Fianarantsu, de Toliar et d'Antsiran. Donc nous venons ici pour prier et pour honorer nos grands ancêtres, pour qu'ils demandent pour nous les bénédictions du Créateur.
Priez les ancêtres, car ils vous ont apporté du bien. Ce sont les grands ancêtres qui vous ont fait voir le soleil. Et puis les ancêtres guérissent depuis les origines des temps. Les médecines modernes ne sont venues qu'après, quand déjà vous étiez maudits. Et aussi respectez les parents pour obtenir longévité, car une longue vie est un bienfait. Mais pourquoi donc ne les honorez-vous pas? Ce sont pourtant vos grands ancêtres. Moi, je recommande de pratiquer le Fitampu. Il faut le faire régulièrement. Et je dois être avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais attention, faites attention. Respectez les parents pour vivre longtemps. Les Malgaches sont les propriétaires de cette terre. Ce sont les Malgaches qui sont propriétaires de Madagascar, et Madagascar est une seule île, unie, indivisible. On vous a légué une religion, il faut faire les cultes et prier, c'est clair. Attention, ne suivez pas les hypocrites qui vous disent de ne pas pratiquer les cultes, tandis qu'eux-mêmes le font et offrent des ébus en cachette. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il fait quoi, celui qui fait cela? Attention aussi, ne soyez pas distraits. Un ministre qui pratique la religion des ancêtres sait bien gouverner Madagascar. Cette terre est sacrée, elle ne sera jamais vide. Nous sommes sacrés, nous aussi, les grands ancêtres, depuis Andrian Poulmerne et Andrian Manaline. Et tout ce que nous avons fait, c'est pour vous rendre heureux et bons. J'avais retrouvé Léonie à la plage. Elle avait vu Milan la veille au soir. Il lui avait montré le ciel en disant « J'aime ce bleu ». Et il lui avait murmuré « Je pars ». Alors Léonie lui avait demandé « Mais où vas-tu » Et il avait répondu en riant « N'importe où », avant d'ajouter « Là-bas », en montrant la mer immense et vide. Et puis, il avait disparu dans la nuit. J'ai pensé que Milan avait pu partir d'ici, de cette plage, avec une pirogue comme celle-ci. La nuit tombait sur Majinga. Peut-être Milan irait-il dans la tiédeur de la ville des fleurs. Où le chercher maintenant? Léonie m'avait dit l'avoir vu à la station des taxis-brousses. Il achetait un ticket pour Antananarive. Il voulait partir cette nuit même. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde disait le contraire de tout le monde. Comme Milan n'était plus à Majinga, je suis donc repartie vers les hautes terres. En cherchant Milan, à certains moments, j'avais l'impression de poursuivre un fantôme. C'est étrange. Tous ses amis me confirmaient que Milan est athée. Et quand on lui demande à quoi il croit, il montre son épaule tatouée de la devise libertaire « Ni Dieu ni maître ». Et puis, il va avec ses amis les possédés et les astrologues, et il procède au culte dans le plus strict respect des tabous. Les musiciens de ma troupe racontent que la dernière fois qu'on l'avait vu, il avait assisté à l'opéra Iragash ici même. Et puis, il est entré dans cette maison là-bas pour y chercher des fantômes. Je ne sais pas s'il est ressorti vivant ou si les fantômes l'ont étranglé. On racontait aussi qu'il était parti à la recherche des voleurs des ossements des ancêtres et que soudain il s'était volatilisé. Et puis Milan avait encore une fois disparu. Il était descendu vers la vallée en courant dans les herbes, comme s'il avait la mort à ses trousses. En apparence, le parcours de Milan n'avait aucun sens. Mais en fait, une logique très précise l'animait. C'était comme un pèlerinage, une quête dans la pensée malgache. Mais que cherchait-il? Cela, c'est autre chose, et je n'y comprenais vraiment rien. Au bout de ce voyage, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Où est-il? J'en suis venue à me demander si Milan existe vraiment.
Je le cherchais pour faire un film. Mais qui donc filmait ces images? C'est cela la pensée malgache. Un de nos proverbes permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. La vie est comme l'épouse aux grandes dents. Si elle marche derrière vous, vous avez l'impression qu'elle va vous mordre. Mais si elle marche devant vous, vous pensez qu'elle sourit à tout le monde. Cantando